Mes amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute particulière, parce qu'il y a quelques semaines maintenant, je vous avais posé une question sur Twitter, sur quelles étaient plutôt, pour faire ça un petit peu au pluriel, vos scènes d'animation préférées durant la première moitié de cette année 2022, parce que la vidéo sortira au même temps que les animés d'automne, donc je ne peux pas compter les animés d'automne dedans, je pense que ça serait un petit peu ridicule, donc je comptais principalement les animés commençant de janvier jusqu'à à peu près au mois de septembre. Donc ça veut dire la fin des animés du mois d'été qui se sont terminés fin septembre. Du coup, je compte pas les animés d'automne. Et vous m'avez donné 2-3 petites scènes d'animation. J'ai été surpris d'ailleurs d'en voir pas si de vous avoir pas vu si nombreux sous le tweet, peut-être parce qu'il n'a pas été vu par un grand nombre d'entre vous. J'ai reposté également sur l'espace communautaire de YouTube, mais pareil, j'ai pas eu beaucoup de retours. C'est pas bien grave, vous inquiétez pas, de toute façon, j'ai eu largement matière à faire et j'ai largement de quoi vous sustenter aujourd'hui dans cette petite vidéo. Alors, on va pouvoir commencer. Alors, je ne citerai pas de nom, je vais juste parler des scènes en question. Ceux qui m'ont donné les scènes se reconnaîtront, évidemment. Sur Twitter, j'ai sélectionné, donc il me semble, 9 scènes qui viennent de vous, du coup, et 2 scènes qui viennent de moi. Pourquoi? Parce que ces séries n'ont pas été mentionnées, enfin, une n'a pas été mentionnée, et je suis surpris d'ailleurs de ne pas l'avoir vu mentionnée. Je sais qu'il y a eu beaucoup de séries en début d'année, l'hiver a été quand même assez plein, le printemps un petit peu moins, je me souviens plus exactement de ce qu'on a eu au printemps, et l'été, je suis désolé, mais on a eu des trucs sympas, et j'ai pas vu beaucoup de scènes concernant les animés de l'été. Principalement les Chorus Recoil, pour ceux qui voient de quoi je parle, que j'ai trouvé moi excellent, et je suis étonnamment surpris de ne pas avoir vu de scène en particulier de ces animés là, et plus de vous avoir vu centré sur des séries pas forcément mainstream, mais des séries qui vous ont plus marqué, du genre Time Shadow, etc. Voilà, pour ceux qui voient de quoi je parle. Donc on va commencer en douceur par une scène du film My Hero Academia World Heroes Mission, parce que oui, le film est sorti en début d'année 2022, j'allais dire 2023. Oula, je suis en avance sur mon temps, moi. 2022 chez nous, en France, il est sorti en début d'année, il me semble. Et on m'a fait penser notamment à une des scènes du film où tu as Shoto et Bakugo qui viennent juste à ce moment-là dans le film porter secours à Midoriya. Donc c'est une scène absolument incroyable avec plein de mouvements de caméra et un style d'animation de Norimitsu Suzuki en plus. Donc c'est la scène où Shoto arrive, sauve in extremis le perso du film. Et puis on a également Bakugo qui arrive, on a l'hélicoptère, on a pas mal de petites choses. C'est une scène bien remplie, on a la meuf avec son arc et tout. Donc il y a beaucoup de mouvements de caméra divers et variés. Bon, c'est pas une scène que j'apprécie tout particulièrement. Principalement, c'est pas ma scène préférée du film. Voilà. Hashtag Yutaka Nakamura. Voilà. Mais c'est une scène qui vaut le détour, sincèrement. C'est une scène qui a osé pas mal de choses. En plus, il y a une espèce de ralenti quand la glace explose. On a même quand l'avion est sur le point de se cracher, il y a la meuf qui saute. Je dirais pas le mot, mais vous savez ce qu'elle fait. Quand l'avion explose et qu'elle a plus de munitions, en fait, elle a plus de munitions, elle saute de l'avion. Vous savez ce qui lui arrive. Je t'en dirai pas plus pour éviter un bannissement de YouTube, mais vous savez ce qui lui arrive à la fille, et à tous ceux qui étaient dans l'avion, tout simplement. Passons à la suite, et cette fois-ci, je m'en doutais un petit peu. Très honnêtement, je m'en doutais un petit peu, en plus, vu la personne qui a mis le tweet, je pense que ça me semblait complètement logique. On passe sur du Dragon Quest Dai no Daiboken, avec la scène de l'épisode 72. Vous devriez savoir ce que c'est. Vous devriez savoir ce que c'est, il s'agit de l'épisode où Dai utilise le Gigastrash, tout simplement. Une scène mythique, une scène spectaculaire, une scène dont je ne peux pas vous dire plus de choses parce que c'est animé par Naoto Shishida. Vous l'avez probablement déjà vu dans un animateur Sakuga, probablement celui de Naoto Shishida d'ailleurs, parce que c'est une scène absolument spectaculaire, il n'y a pas grand chose à dire. La scène du Gigastrash méritait d'avoir une animation comme ça, surtout que c'est la première fois pour moi personnellement que j'ai découvert cette scène, et ça a dû être encore plus incroyable pour les gens qui ont lu le manga à l'époque, et l'animation est à la hauteur de ce que l'animateur est capable de faire, les expressions de Adlar et de Dai, tous les effets d'animation, les impact frames, tous les effets de lumière, de machin, tout ce que Naoto Shishida sait faire, et on sait que de toute façon, dès qu'un projet a Naoto Shishida dessus, ça va être une dinguerie. À chaque fois qu'il y a un épisode, que ce soit dans les previews ou dans l'épisode globalement, dès qu'on a la présence de cet homme, on sait que ça va être dingue.
Donc cette scène, évidemment, il était obligatoire qu'elle marque les gens et qu'elle soit au moins ici, parce que cette scène était so caliente. J'ai rien de plus à dire. Passons à... J'ai été surpris, sincèrement, et je suis extrêmement heureux que cette scène soit là, dans cette vidéo, et que quelqu'un me l'ait mentionné. Quand j'ai vu le tweet, j'étais en mode... Oui, 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 complètement. Nous passons sur du Akebi-chan no Sailor Fuku, un animé du studio Cloverworks qui est sorti durant l'hiver ou le printemps, je ne sais plus. La scène finale de l'épisode 12, où il y a tout simplement l'héroïne, hein, l'héroïne qui est en train de danser. Donc Akebi, Akebi et puis Erika qui joue en fond, qui joue du piano et qui joue du violon, et elle qui danse en rythme, elle joue une musique toute particulière d'ailleurs que Akebi aime particulièrement, et donc elle fait une espèce de récital de danse devant tous ses camarades de l'école, et c'est une scène, c'est un épisode même quasiment dédié entièrement à ce final du festival sportif, de toutes les épreuves sportives. Ça se terminait par cette scène-là de la danse de Akebi, et qu'est-ce qu'il y a de plus à dire si ce n'est que cette scène est d'une beauté incommensurable. Sincèrement, c'est d'une douceur incroyable, que ce soit la musique au violon, quand ça passe au piano, quand elle fait un solo au piano, et puis que elle, tu la vois danser. C'est pas très grand, ça rayonne pas au niveau du background, parce que c'est sur une scène, hein, c'est sur une scène qu'on voit dans les écoles au Japon, une petite scène de théâtre et tout, et tu la vois juste danser toute seule avec la musique en fond, et cette scène, elle est incroyable. Il n'y a tout simplement pas de mots pour décrire cette scène. Elle est tout simplement fantastique, magnifique. Passons à la suite. Bon, j'aurais été déçu de ne pas la voir là. Sincèrement, j'aurais été déçu, mais j'aurais été déçu surtout globalement de ne pas voir du Kimetsu no Yaiba ici. Hein, parce que ça a marqué tout le monde en début d'année 2022. Ça a marqué une génération, hein, le style d'animation proposé et ça a même dépassé les attentes, hein, ce qu'a proposé Ufotable sur cette saison 2 de Yukakuhen, donc le quartier des plaisirs, hein, voilà, pour ceux qui s'en souviennent. Mais surtout l'avant-dernier épisode, l'épisode 10, l'épisode de tous les records, l'épisode de Gyutaro contre... l'épisode où Gyutaro se fait péter la gueule, hein, où notre cher Tengen revient, il se relève, et puis t'as évidemment Tanjiro qui le combat aussi, donc c'est un combat absolument mémorable, pour ne pas dire lunaire. L'animation proposée, la direction artistique proposée, les flammes, toute l'ambiance apocalyptique, tout était absolument magnifique sur cet épisode. Personne n'a eu rien à dire, sauf les gens qui se plaignent, mais ça, vous les connaissez, ces gens-là, hein. Les éternels insatisfaits, moi je les appelle, qui ont toujours quelque chose à dire sur l'animé, sur le machin, sur le truc, alors qu'il y avait strictement rien à reprocher sur l'animation. Évidemment, vous vous doutez que je pourrais pas mettre de bout d'épisode, je vous mettrai que des screenshots sur certains animés, hein, parce que je me ferai strike, principalement Demon Slayer, impossible de mettre des passages d'animation. Vous aurez des screenshots du combat, c'est principalement le combat, hein, de Tengen, enfin les coups tout du moins de Tengen contre Gyutaro, que ce soit de Mitsuru Obunai, que ce soit de Nozomu Abe, que ce soit de tous les animateurs vedettes qui étaient tous là, hein, du Ufotable. Il n'y a strictement rien à redire de cet épisode, qui était à la hauteur de toutes les attentes, c'est qui n'avait pas forcément d'attente vraiment, si on prend les choses au pied de la lettre, mais quand il est sorti, ça a fait le tour du monde, et puis on était là en mode c'est une dinguerie, c'est pas possible, qu'est-ce qu'a pu faire Ufotable pour en arriver là, et ça avait surpassé, mais à 10 km, à 10 milliards de kilomètres, même au-delà de la Terre, ça avait surpassé toutes les attentes des gens. Passons à la suite, cette fois-ci sur du Osama Ranking, une série qui a aussi marqué, hein, du studio Wit Studio. Wit Studio nous a aussi produit quelque chose de sacrément incroyable. Notre petit Boji qui nous a suivis pendant quand même 6 mois, hein, pas loin de 6 mois, même si je crois qu'il y a eu une pause entre les deux parties de la série. Je me trompe peut-être, je sais plus si à l'épisode 12 il y avait eu une pause, puis Osama Ranking était revenu plus tard. Je me trompe peut-être, hein. Mais n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Je crois que la série avait été coupée en 2 cours. Voilà, si je me trompe. Et on vient cette fois-ci parler de l'épisode 21, un épisode mémorable, pour ne pas dire un des meilleurs épisodes, un des épisodes qui a été le plus apprécié sur la série. Un épisode avec des animations folles. Le combat de Boji contre son père. Enfin, l'imagination en tout cas, parce qu'il combat, je vous rappelle, il combat son frère.
même si c'est pas son frère. Voilà, je vous reste pas spoiler, mais en fait c'est son père. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu Osama Ranking, je peux pas spoiler. Mais cette scène en particulier où du coup on a beaucoup d'animateurs. On a beaucoup d'animateurs sur cette séquence-là. Et en fait, on est dans la tête de Bojji, on est dans les yeux de Bojji, on voit ce que voit Bojji. On a l'impression que Bojji voit son père gigantesque, son père le géant, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une vision de ce que voit Bojji, mais le style d'animation et le changement de style artistique sur cette scène-là. Et pour ne pas me répéter, hein, pour ne pas utiliser toujours les mêmes adjectifs, mais est incroyable. Enfin, j'ai juste pas d'autres adjectifs à donner, mais incroyable, ça ne suffit pas. À quel point à quel point c'est incroyable, à quel point c'est magnifique, que ce soit du Harifumi Imai, que ce soit du Shusuke Ishibashi, du Gosho Nozo, Toya Oshima, tous les animateurs vedettes. Harifumi Imai, c'est déjà un gros truc, hein, parce qu'il travaille en sèche chez Wit Studio, donc étonnamment, ça me surprend pas de l'avoir vu sur au moins du Osama Ranking. Mais alors, cette scène, elle marquera encore jusqu'au retour, on espère un jour, d'Osama Ranking, même si le manga avance petit à petit, ça va arriver, il faudra attendre un petit peu, mais vous inquiétez pas, Osama Ranking reviendra un jour. Voilà. Passons sans plus attendre à la suite avec du One Piece et son épisode 1015. Je m'attendais à voir des épisodes, enfin des séquences bien plus récentes pour le coup, mais non, on parle bien de l'épisode 1015, c'est-à-dire le retour de Luffy face à Kaido et Big Mom au moment où tous les fourreaux rouges se sont fait péter la tronche. Hein, vous savez, cet épisode 1015, notamment avec une grosse partie de flashback entre Ace et Yamato, hein, vous vous souvenez de cet épisode-là, je pense pour ceux qui sont animés only, et puis surtout cet épisode était l'un des plus magnifiques au moment où il est sorti avec son style artistique, et je parle principalement de la scène où Luffy balance un magnifique Red Hawk dans une animation phénoménale, dans un style artistique absolument magnifique. Encore une fois, j'ai pas assez d'adjectifs pour décrire ça. Dans un style artistique magnifique, animé par Takashi Kojima, qui est un habitué de la Toei. Mais alors cette scène, elle dure en tout et pour tout 50 secondes. C'est-à-dire l'arrivée de Luffy, sa concentration de son Ryuo, du balancement de tout son ki, enfin de tout son haki, et puis toute la scène en full slow motion jusqu'à l'apparition du Red Hawk, le fait que notre cher Kaido se le prenne en pleine tronche, etc. Voilà, qu'est-ce que je peux ajouter comme mot à cette scène-là, si ce n'est qu'elle est voilà, j'ai pas de mots. À part les scènes de Naoto Shishida, je me rappelais pas avoir vu des scènes aussi incroyables dans One Piece, et je n'ai pas vu une seule personne à ce moment-là se plaindre des effets, des machins, des trucs, ouais mais il y a trop d'effets de lumière, machin. Non, tout le monde était d'accord pour dire que c'était un épisode spectaculaire, et qu'à la fin, t'as Luffy qui relève son chapeau et qui dit « Je serai Luffy, celui qui deviendra le roi des pirates », ce qu'il a dit depuis 1 milliard de fois dans le manga. Voilà, mais c'était juste pour rajouter ça. Passons à la suite. Et un animé que je m'attendais pas spécialement à voir. Je suis étonnamment surpris parce que c'est un animé que je n'ai pas vu. Voilà, donc j'étais quand même assez sceptique d'aller chercher ce genre de scène-là, parce qu'on m'en a parlé plus d'une fois. Hein, plus d'un d'entre vous m'a donné cet animé. Il s'agit de Dance Dance Dancer. Je ne connaissais pas du tout cette série. J'en avais entendu parler très brièvement. J'avais peut-être vu une scène sur YouTube. J'ai checké toutes les scènes qui étaient dispo sur Sakugaboru et je suis tombé sur l'une des scènes dont on m'a parlé. Je ne sais pas exactement si c'est celle-là, mais comme on m'a englobé à peu près pas mal de scènes de Dance Dance Dancer, on m'a parlé de la scène de la plage, mais je ne sais pas du tout ce à quoi elle correspond, puisque j'ai pas vu l'animé, donc je ne saurais pas vous dire c'est quel épisode, si c'est la bonne scène que je vais vous montrer aujourd'hui, si j'ai le droit de vous la montrer évidemment, si ce n'est pas que avec des screenshots, mais c'est au vu de ce que j'ai vu, moi personnellement sur cette séquence que je revois en direct devant vous, c'est un style artistique magnifique. Je ne sais pas du tout c'est de quel studio, mais cette scène où ce mec danse pieds nus dans l'eau, où il a un espèce de bandeau. En fait, il tourne sur lui-même et il danse, en fait, hein, il danse avec les pieds dans l'eau, à la fois sur la plage et puis dans l'eau, etc. Et puis tu le vois faire une représentation, hein, devant tous les personnages. Donc t'as les effets avec plein d'étoiles, et puis après t'as le soleil qui t'éblouit, et puis t'as le personnage qui apparaît avec le soleil. T'as un mouvement de caméra incroyable, t'as l'eau, t'as un slow motion avec les gouttes d'eau et tout. C'est incroyable.
incroyable, c'est magnifique. J'ai juste, t'as tous les personnages qui le regardent estomaqué, t'en as une qui a même les larmes aux yeux en le voyant. C'est une scène, je pense, qui a dû marquer beaucoup de monde quand ils ont vu la série, parce que c'est peut-être un personnage qui a loupé une compétition et peut-être qu'il a la rage et puis il ne trouve comme seul moyen de se reprendre que de danser sur la plage, j'en sais rien. Je ne peux vous faire qu'une interprétation de ce que je vois à l'écran puisque je n'ai pas vu la série, donc je peux pas vous dire, voilà, en toute honnêteté. Passons à l'avant-dernière scène, et cette scène, je l'ai prise au pif parce que j'ai pas vu non plus la série, pour être honnête avec vous. On m'a parlé de 86, une série dont j'ai énormément entendu parler jusqu'à ce que les gens ont réussi à faire pousser le bouchon à obtenir le light novel en France. Parce que oui, il y a le light novel et même le manga 86 en France suite à l'énormissime succès de la série animée de chez A1 Pictures, les GOAT. Globalement, la série a eu un succès monstrueux. Et puis, les 2 derniers épisodes ont été repoussés, mais malgré tout, les gens les ont attendus impatiemment, les épisodes sont sortis, ça a marché, la fin était parfaitement cohérente, les gens ont aimé parfaitement la fin, c'était beau, c'était magnifique, et notamment, soi-disant, une des scènes, je sais pas du tout si c'est la bonne, mais je l'ai peut-être en tête, mais j'aurais pas retrouvé le passage en question. Il s'agit de la scène de la rencontre entre tous les personnages, parce qu'il me semble que la meuf, donc perso principal, et son escouade ne se sont jamais rencontrés durant toute la série, ils se sont toujours parlé par oreillette ou je ne sais comment, et puis à la fin de la série, ils se rencontrent tous. Tous les persos se rencontrent, etc. Et donc t'as la meuf qui pleure forcément puisqu'elle rencontre enfin toutes les personnes qu'elle a toujours entendues à travers une oreillette, à travers un casque, toutes ces voix qu'elle a toujours entendues, mais les visages qu'elle n'a jamais vus. Donc c'est une scène qui est apparemment très touchante, et qui est le final d'ailleurs de l'épisode 23, il me semble, l'épisode final du coup de 86. Il me semble, c'est à moins qu'il y ait 24 épisodes, mais je peux tromper, je crois que c'est 22-23, les 2 derniers épisodes. Donc la scène entre tous les membres de l'escouade, et puis le chef d'escouade du coup qui se rencontre, et puis qui partent tous ensemble. Et pour finir sur vos scènes à vous, un animé que je voulais tout particulièrement voir dans cette vidéo, et je suis pas déçu d'avoir vu d'avoir vu le message qui mentionnait cette série, c'est Cyberpunk Edge Runner. Parce que Trigger les gars, ont proposé une série absolument monstrueuse. Je pense que le mot n'est même pas assez dégueulasse, mais c'est une série dégueulasse dans le sens où il y a des trucs sales, c'est gore, c'est monstrueux, t'as du sang, t'as des boyaux, t'as des mecs qui se font couper en deux, t'as tout, t'as même de la nudité qui n'est pas censurée, t'as des nichons, t'as tout, t'as du sexe, t'as tout ce qui est possible et imaginable, rien n'est censuré et tout est parfaitement chronophage aux jeux vidéo d'origine, à Cyberpunk 2077. Ça respecte magnifiquement bien l'univers du jeu, et l'histoire qu'on suit, celle de David, du perso principal, avec évidemment Lucie, Rebecca et tous les membres de l'équipe, était incroyable. Et puis la scène qu'on m'a mentionnée, c'est la scène de l'épisode 4 où il y a un cyberpsycho qui tue l'un des membres de l'équipe, donc le frère de Rebecca, et puis ça a poussé. Donc ça a forcément dû pousser, parce que Lucie s'est fait blesser, il me semble, à ce moment-là. Ce qui a poussé pour la première fois, parce que ça a été un cap, hein, cet épisode 4. Après, il y a eu l'épisode 6, mais l'épisode 6, il a failli me faire péter mon cœur, donc j'en parlerai pas. Ce qui force, contre sa volonté finalement, David a tué quelqu'un pour la première fois. Et c'est une scène incroyable, c'est une scène qui a beaucoup marqué. Donc t'as un gros plan en fait sur le visage, donc il approche son fusil. Il y a un gros plan sur le visage de David sans sang, et puis tu le vois tirer une balle, et t'as le sang sur le visage de David dans la feinte d'après, et puis après t'as carrément une contre-plongée où tu vois David avec le flingue, les gouttes de sang, mais en fait tu le vois à travers la plaie. À travers la plaie en fait, hein, à travers le coup de feu qu'il a lancé, tu vois à travers le trou qu'il a fait avec la balle. David qui tend le pistolet. Et j'ai trouvé ça incroyable, cette scène est incroyable. Donc c'est la toute première scène où David a dû enfin porter ses balls, parce qu'il hésitait encore depuis très longtemps, il hésitait, même après être rentré dans le groupe de Main et de tous les autres, il hésitait encore à faire quoi que ce soit de violent, en fait, hein, pour être tout à fait honnête. Puis c'est cette scène qui l'a enfin débloqué à faire des trucs violents, parce que il fallait qu'il protège. Et pour protéger, c'était la seule manière de protéger Lucie et les autres. Il fallait le buter, le gars, en fait, hein, donc il n'y avait pas le choix. Donc voilà. Et Edge Runner a encore une fois un nombre de scènes
bien plus marquante que celle-ci, mais c'est celle-ci qu'on m'a donnée. Pour finir cette vidéo, je voulais vous parler de deux scènes, de deux animés différents. Alors on m'avait mentionné le premier, mais on m'avait mentionné le premier épisode sans me donner de scène en particulier. Mais moi j'ai choisi de parler d'une scène en particulier, celle de l'épisode 10 de Made in Abyss saison 2. Voilà. Ryujitsu no Unkokyo, donc la cité d'or incandescente, je crois que c'est ça le nom de la VF dans le nom français, animé en partie, présume, par Shu Sugita. C'est la scène de l'épisode 10 où Faputa arrive à rentrer dans le village d'Iblu, excusez-moi, j'avais pas envie de vous dire n'importe quoi, et puis elle tue tout le monde. Elle tue tout le monde parce que c'était son objectif depuis le début, c'était de venger sa mère et de tuer tous les habitants du village. C'est une scène extrêmement gore, mais c'est une scène qui m'a moi marqué par le message qu'elle fait passer, parce que quand on comprend un peu mieux le personnage de Faputa, ce qu'elle a traversé, la mission qu'on lui a donnée, l'objectif de sa naissance, ce pourquoi elle est née, qu'est-ce qu'elle avait à accomplir, quel était l'objectif qu'elle devait accomplir, cette scène prend tout son sens de par la violence qu'elle omet, de par l'animation, la réalisation, le style artistique. Tu vois tout simplement Faputa avec des yeux extrêmement elle est en colère, mais c'est pas de la colère contre elle, c'est à la fois de la colère contre elle-même. C'est une scène poignante dans laquelle tu vois tout simplement Faputa réaliser son objectif, réaliser tout, relâcher toute sa haine, tout ce qu'elle a toujours gardé en elle depuis probablement 50 ans, 100 ans, on ne sait pas depuis combien de temps c'est arrivé, mais on la voit enfin extérioriser toute cette colère en tuant tout ce qu'elle a autour d'elle. Donc elle bute tout le monde. Et pour finir, c'est une scène tout à fait banale, je pensais pas en parler, mais honnêtement je m'attendais à voir la série dans les scènes en question, dans les scènes que je vous demandais. Enfin, dans les scènes que je vous demandais, je pensais voir au moins le nom de la série, et pas du tout, j'ai pas vu une seule fois le nom de la série. Il s'agit de Licorice Recoil, je vous en parlais tout à l'heure, et j'ai choisi une scène totalement banale, une banale, pas tellement, mais c'est une scène qui moi m'a marqué personnellement. Il s'agit d'une scène de l'épisode 3, où Takina et Chisato se rendent tous les deux dans la DA. Dans la DA, tout simplement parce que Chisato et Takina doivent passer des tests, enfin plutôt Chisato du coup, mais c'est surtout parce que Takina voulait se rendre là-bas pour en profiter et redemander son affectation au sein de la DA, et puis ça marche pas évidemment comme elle l'entend, parce qu'elle ne rentre pas à la DA tout de suite. Je spoilerai pas. Et puis tout simplement il s'agit d'une scène où Chisato et Takina se retrouvent toutes les deux juste à côté de la fontaine, où il y a rien en fait, hein. C'est juste la fontaine. Et puis Takina et Chisato parlent tout à fait normalement. Et puis tu as cette scène où t'as Chisato qui la prend juste en dessous des fesses, et puis qui tourne sur elle-même et qui lui dit: je suis contente de t'avoir connu, je suis super heureuse d'avoir fait ta rencontre. T'as pas besoin de t'occuper de ce que les gens pensent de toi, t'as pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire, t'as pas besoin de t'occuper de ce que les gens veulent que tu sois. Reste toi-même, nous on t'accueillera toujours. Si t'as envie de rentrer à l'ADA, tu peux rentrer à l'ADA, mais sache que la porte du Licorico restera toujours ouverte, et que tu pourras revenir quand tu veux. Si jamais l'ADA ne t'accepte pas, sache que nous on t'acceptera toujours tel que tu es. Et je trouve que c'est une scène absolument incroyable de par ce qu'elle ordonne, et de par le final également qui arrivera plus tard, et de toutes les aventures qu'auront vécu Chisato et Takina durant toute la série. Surtout qu'on là on est au tout début, et on était face à une Takina qui avait qu'une seule envie, c'était de retourner à la DA. Elle avait pas du tout, elle en avait rien à foutre de Chisato, elle en avait rien à foutre du Licorico. Tout ce qu'elle voulait, c'était retourner à la DA. Et cette phrase de Chisato qui lui dit: sache que je suis super heureuse d'avoir fait ta rencontre, c'est littéralement voilà, c'est révélateur de la relation qui va se forger entre les deux personnages tout le long de la série et jusqu'à la fin. Et c'est une scène qui restera personnellement très longtemps dans mon cœur, et de par ce qu'elle transmet, de par ce que Chisato, de par également le personnage de Chisato, hein, qui est extrêmement décalé des personnages qu'on connaît. C'est une fille très heureuse alors qu'elle a un passé douloureux, de par la mission qu'elle va devoir accomplir au long de la série, etc. Bref, je peux pas spoiler, mais pour ceux qui ont vu Licorice Recoil, je pense que vous devez comprendre ce que cette scène transmet en émotion, et moi elle m'a marqué rien que pour ça.
Et c'est pas une scène ouf, c'est pas une scène d'animation pampan, machin truc. C'est pas genre l'émission où t'as Chisato et Takina qui se battent contre un terroriste ou machin. Non, non, c'est juste une scène où Takina et Chisato se parlent et où elles se disent tu peux revenir au Likuriko, si t'as envie de partir, tu peux partir, mais sache qu'on t'accueillera toujours, tu pourras revenir chez toi. Sache que le Likuriko sera toujours chez toi et tu pourras toujours revenir si t'en as envie. Et cette scène m'a suffi. C'est ma scène préférée de l'anime. Voilà. Tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, c'était un véritable plaisir de la faire. Et si jamais on peut refaire ça d'ici le début d'année prochaine, sachez que moi, ça me cause absolument pas de problème. Au contraire, je serais même très heureux de refaire ce genre de vidéo-là. Et j'aime bien avoir votre avis. Si jamais vous voudriez déjà commencer par me mettre en bas de cette vidéo, dans les commentaires, vos petites scènes. Parce que je pense que cette vidéo sortira probablement courant novembre. Je sais pas trop, pour être honnête. Voilà, parce qu'il faudra le temps qu'elle sorte, le temps que je la monte, le temps que machin, le temps qu'il arrive pas mal de choses entre temps. Vu que c'est des vidéos supplémentaires, vous savez que je vous fais des réactions. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des scènes éventuellement que vous auront plu pendant l'automne pour commencer à faire un petit bilan, hein, du coup, en comptant principalement l'automne et puis peut-être l'hiver. Je compterais peut-être refaire cette vidéo en début d'année 2023 en laissant passer peut-être les animés de l'automne et de l'hiver, du coup 2023, pour refaire cette vidéo au printemps. Peut-être en mars-avril, qui sait, et puis vous reposez exactement les mêmes conditions, la même question, mais cette fois-ci avec les animés d'automne, d'hiver, et on verra bien. En tout cas, merci à tous, et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.